sa petite amie a renversé du vin sur moi, puis a annoncé devant 50 journalistes que mon mari lui appartenait. J'ai calmement envoyé un SMS à mon mari, « Descends ici. Ta petite amie vient de se présenter à toute la salle. » Au lieu du monde extérieur, je suis une femme dont la vie est parfaitement en ordre. À 31 ans, je suis la PDG fondatrice de Meridian Property, une société de développement immobilier que j'ai bâtie à partir d'une seule unité locative et de 12 000 $ d'économies que j'avais accumulées en faisant des doubles postes pendant mes études. Notre portefeuille couvre maintenant 4 États. Nous avons des bureaux à Chicago, Dallas, et un nouveau siège social au 42e étage d'une tour de verre à Midtown Manhattan. Le printemps dernier, Forbes a publié un article sur moi. Le titre me qualifiait de force silencieuse qui redéfinit l'immobilier aux États-Unis. Ma mère a pleuré en le lisant. Elle en a imprimé 3 copies et, à ce jour, en garde une sur son réfrigérateur. Je ne vous raconte pas tout cela pour vous impressionner. Je vous le dis parce que j'ai besoin que vous compreniez exactement jusqu'où j'étais allé, et à quel point j'avais fait confiance à la seule personne qui était censée être à mes côtés tout au long de ce processus. Son titre était le même que celui de mon mari. Il était le directeur financier, CFO, de Meridian Property. Je lui avais donné ce poste 2 ans après notre mariage, après qu'il m'eût répété pendant des mois qu'il croyait en ma vision, qu'il voulait participer à la construction de quelque chose de concret. Il avait un MBA de Northwestern. Il avait un charme qui pouvait remplir une pièce. Il avait un sourire qui m'a fait croire, pour la première fois de ma vie d'adulte, que je n'avais pas à tout porter seul. J'avais tort, mais je m'avance un peu trop. Laissez-moi vous ramener au matin où tout s'est effondré. Le matin de la conférence de presse de l'Harlow Tower. L'Harlow Tower était le plus grand projet de ma carrière. Un développement à usage mixte. De 40 étages, situé sur le côté ouest de Chicago, avec des résidences de luxe. Sur la moitié supérieure, des espaces commerciaux et de coworking sur la moitié inférieure, et un jardin sur le toit que notre architecte avait passé 8 mois à concevoir. Nous travaillons sur ce projet depuis 3 ans. 3 ans de bataille de zonage, de réunions avec des investisseurs, de nuits blanches et de plus de feuilles de calcul que je ne pouvais en compter. La conférence de presse était l'annonce publique officielle avant la pose de la première pierre. Nous avions 52 journalistes confirmés, 3 équipes de nouvelles locales, une douzaine de nos plus grands investisseurs, et le maire adjoint y assistait en personne. J'étais éveillé depuis 4 heures du matin. À 7 heures, j'étais au bureau, révisant les points de discussion avec ma directrice de la communication. À 8h30, j'étais déjà habillé. Un blazer structuré de couleur ivoire, un pantalon bleu marine et les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère. Je me suis tenu devant le miroir de ma salle de bain privée, me disant, « C'est toi qui a construit ça. Aujourd'hui est à toi. » Mon mari m'avait envoyé un SMS à 7h45, « Je suis un peu en retard. Je te verrai là-bas. » Je n'y ai pas prêté attention. Il arrivait souvent en retard. L'événement se tenait dans l'atrium au rez-de-chaussée de notre bureau de Chicago, un espace très haut avec des fenêtres du sol au plafond, donnant sur la rivière. Mon équipe l'avait transformé pendant la nuit. Il y avait des fleurs, des panneaux d'affichage avec des rendus architecturaux, un podium et des rangées de chaises qui se remplissaient déjà de journalistes et d'invités. L'équipement des caméras était en cours d'installation sur les côtés. Mon assistante, Madison, m'a tendu un café dès que j'ai franchi la porte et m'a lancé un regard qui signifiait que tout était prêt et que je devais respirer. Je parlais à 2 investisseurs près des panneaux d'affichage quand elle est entrée. Je l'ai remarqué parce qu'elle est entrée par la porte du personnel, la porte latérale qui nécessitait une carte d'accès, ce qui signifiait que quelqu'un l'avait laissée entrer. Elle était jeune, peut-être 24 ans, vêtue
D'une robe trop habillée pour un mardi matin et trop moulante pour un cadre professionnel. Elle portait une tasse de café du café d'en face. Elle balayait la pièce avec une expression que je ne peux décrire que comme celle de quelqu'un qui pense être sur le point de revendiquer quelque chose qui lui appartient. Je ne la connaissais pas. Je suis retourné à ma conversation. Ce qui s'est passé ensuite a pris moins de 10 secondes. J'ai entendu Madison dire sèchement « Excusez-moi, vous ne pouvez pas être ici ». Et puis je l'ai senti. Une vague de chaleur dans mon épaule gauche qui a descendu mon bras. L'odeur de l'espresso. J'ai baissé les yeux et j'ai vu une tache sombre éclore sur mon blazer ivoire, se répandant rapidement, imbibant mon chemisier. Le silence s'est fait dans la pièce. Je me suis retourné lentement. Elle se tenait à 1 mètre de distance, le verre maintenant vide à la main, me regardant avec une expression qui n'était pas du tout désolée. Tout autour d'eux. Nous, j'entendais les caméras, 50 journalistes, tous les yeux de la pièce étaient braqués sur nous. Oh, dit-elle, et elle sourit. J'ai déjà été dans des situations difficiles. J'ai fait face à des banquiers qui m'ont dit qu'une femme de mon âge ne devrait pas avoir besoin de demander autant de capital. J'ai eu des entrepreneurs qui ont abandonné des projets parce qu'ils ne voulaient pas prendre d'ordre de ma part. J'ai été sous-estimé, ignoré. Interrompu dans plus de salles de conseil que je ne peux en compter. Alors, quand je vous dis que je me suis tenu là, dans cet atrium, l'espresso dégoulinant de mon blazer devant 50 journalistes, et que je n'ai pas élevé la voix, il faut que vous compreniez que ce n'était pas de la faiblesse. C'était un muscle qu'il avait mis des années à développer. Je l'ai regardé. Calmement. Je vais avoir besoin que vous m'expliquiez ce qui vient de se passer. Elle a penché la tête. Je ne pense pas vous devoir d'explications. Vous venez de me renverser du café, lors de ma propre conférence de presse. Ai-je dit, en gardant ma voix égale dans mon propre bâtiment. Alors oui, vous me le devez. Elle fit un autre pas vers moi, et quand elle reprit la parole, sa voix était assez forte pour que les personnes les plus proches de nous puissent l'entendre. Clairement. Votre bâtiment, rit-elle, un son bref et creux. Chérie, mon mari est le directeur financier de cette entreprise, ce qui signifie que la moitié de tout ce qui se trouve dans cette pièce est à moi, y compris, elle me regarda de haut en bas, tout ce que vous portez. Le silence qui suivit était de ceux qui pèsent lourd. J'ai entendu le clic d'un appareil photo, puis un autre. Je l'ai fixé longuement. Puis, j'ai fouillé dans la poche de mon blazer, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS. 3 phrases. J'ai gardé une expression complètement neutre pendant que je tapais. J'ai besoin de toi au bureau de Chicago tout de suite. Ta petite amie vient de se présenter à moi et à 50 journalistes. Tu devrais peut-être arriver avant qu'elle ne commence à prendre des questions. Puis, j'ai tendu mon téléphone à Madison, je me suis retourné vers la pièce, j'ai souri à personne en particulier et j'ai dit, donnez-moi 8 minutes. Je suis allé à mon bureau privé, j'ai fermé la porte, j'ai enfilé le blazer de rechange que je gardais la grise anthracite, tout aussi impeccable et j'ai remis les perles de ma grand-mère. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais bonne allure. J'avais l'air de quelqu'un qui n'avait pas été pris en embuscade devant tout son monde professionnel. Puis je suis retourné dehors, je suis monté sur le podium et j'ai fait la meilleure présentation de ma carrière. Au milieu de mon discours, j'ai vu mon mari entrer par l'arrière de la salle. Il balayait les visages avec la panique particulière d'un homme qui ne sait pas encore à quel point on a parlé, mais qui sait que c'est beaucoup. Il l'a trouvé près du mur latéral. Je l'ai vu pâlir. J'ai continué à parler. Délai. Échéancier. Impact économique projeté. Ma voix était stable, mes mains ne tremblaient pas, les investisseurs acquiesçaient, les journalistes gribouillaient.
Quand tout fut terminé, et que la pièce commença à s'agiter et à résonner des conversations, je suis descendu du podium et je me suis dirigé directement vers mon mari. Elle se tenait à ses côtés. Elle lui avait pris le bras. Il ressemblait à un homme debout devant une voiture qu'il savait être sur le point de le percuter. Je pense, dis-je doucement, en le regardant lui et non elle, que nous devrions tous les trois aller à la salle de conférence. Il ouvrit la bouche. Maintenant, dis-je, s'il te plaît. La salle de conférence avait des murs vitrés donnant sur l'atrium. J'étais consciente que les gens pouvaient nous voir, même s'ils ne pouvaient pas nous entendre. Je ne me suis pas assise. Je me suis tenue au bout de la table, les bras croisés, et j'ai regardé mon mari. Depuis combien de temps, ai-je dit? Il ne répondit pas tout de suite, ce qui était une réponse en soi. 14 mois, dit-elle avant qu'il ne puisse l'arrêter. Elle s'assit sans y être invitée et croisa les mains sur la table comme si elle prenait ses aises. Nous sommes ensemble depuis 14 mois et je suis enceinte de 11 semaines. J'ai regardé mon mari. Il regardait la table. Est-ce vrai? J'ai dit. Il a hoché la tête. Il y a des moments dans la vie où l'on reçoit des informations qui devraient nous détruire. Au lieu de cela, on sent quelque chose devenir très calme et très froid en soi, comme un système qui éteint toutes les fonctions non essentielles pour maintenir le cœur en marche. C'est ce qui m'est arrivé à ce moment-là. Je me suis senti très calme, très lucide. D'accord, dis-je. D'accord, répéta-t-elle. Elle semblait presque agacée. Que je ne sois pas plus visiblement dévasté. C'est tout ce que vous avez à dire. Que préféreriez-vous que je dise? Je préférerais. Commença-t-elle. Je ne vous parlais pas, lui dis-je. Non pas avec cruauté. Juste comme un fait. Je regardai à nouveau mon mari. Je dois te demander de rentrer chez toi. Je ferai en sorte qu'un avocat te contacte à la fin de la journée. N'accède à aucun compte de l'entreprise. N'envoie aucun email depuis ton adresse professionnelle et ne parle à aucun membre de mon personnel avant d'avoir parlé à un conseiller juridique. Je fis une pause. Cette dernière partie est autant pour ta protection que pour la mienne. Il se leva. Il semblait vouloir dire quelque chose, des excuses, une explication, quelque chose, mais il ne le fit pas. Il est parti. Elle est restée assise. Vous n'allez même pas vous battre pour lui. Je l'ai regardé à ce moment-là. Je l'ai vraiment vu pour la première fois. Elle était jeune. Elle était nerveuse sous cette bravade. Je pouvais le voir à la façon dont sa mâchoire était trop tendue, à la façon dont ses doigts étaient plaqués sur la table. Elle était entrée dans mon immeuble ce jour-là en croyant qu'elle allait faire exploser quelque chose. Je me suis demandé ce qu'il lui avait dit. Je me suis demandé quelle version de moi il lui avait raconté. Non, ai-je dit. Je ne le ferai pas. Pourquoi pas? Parce que j'ai construit cette entreprise, ai-je dit, et je serai toujours là longtemps après la fin de cette conversation. Ce n'est pas le cas de tout le monde dans cette pièce. Je l'ai laissée assise là et je suis retourné dans l'atrium. Ce qui a été révélé au cours des 11 jours suivants a été pire que le matin même. Mon avocate, une femme astucieuse et méthodique avec qui je travaillais depuis 6 ans, a commencé à examiner les dossiers financiers le même après-midi. Ce qu'elle a découvert lui a pris 2 jours à cartographier complètement. Mon mari détournait des fonds des comptes d'exploitation de Méridian depuis près d'1 an. De petites sommes au début, soigneusement structurées pour éviter les alertes automatiques, canalisées via 3 sociétés écrans avant d'atterrir sur un compte personnel dont j'ignorais l'existence. Le total, lorsqu'elle a mis le chiffre final devant moi, était de 437 000 $. Il en avait utilisé une
Parti pour louer un appartement à 2 miles de chez nous. Il en avait utilisé une. Autre partie pour lui acheter une voiture. Le reste était sur le compte, apparemment destiné à quelque chose que je n'avais pas encore eu le temps de faire. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce chiffre. J'avais donné à cet homme l'accès à la colonne vertébrale financière de tout ce que j'avais passé une décennie à construire. Je lui avais fait confiance, non pas parce que j'étais naïve. Je veux être clair à ce sujet. Sinon pourquoi le mariage est-il censé avoir un sens? Parce que j'avais regardé la personne devant moi à l'hôtel et que j'avais cru que la version de lui-même qu'il me montrait était la vraie. L'amour ne vous rend pas stupide, il vous pousse à accorder à quelqu'un une confiance telle que, si elle est un jour utilisée contre vous, vous avez l'impression que c'était toujours un piège. Ce n'en était pas un. Vous ne pouviez tout simplement pas le savoir. Mon avocate a déposé une demande de divorce et une plainte civile pour fraude financière le même jour. Elle a également remis les preuves au bureau du procureur, qui a ouvert une enquête criminelle. Il m'a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. J'ai demandé à mon avocate de le rappeler. Elle m'a appelé une fois d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu parce que je ne savais pas qui c'était. Je ne savais pas pour l'argent, a-t-elle dit quand j'ai répondu. Sa voix était différente de celle de la salle de conférence d'en bas. Sans l'air concerné. Je jure que je ne savais pas que je vous volais. Je l'ai cru. Ça n'a pas vraiment changé les choses, mais je l'ai cru. Allez-vous avoir le bébé? Ai-je demandé. Je ne sais pas pourquoi j'ai demandé. Je pense que j'avais besoin de savoir. Une pause. Oui. Alors, assurez-vous que votre avocate dépose une ordonnance de paternité avant que l'affaire pénale ne progresse. Je lui ai dit, voulez-vous que la pension alimentaire soit sécurisée avant qu'il ne gèle ses comptes? Une autre pause plus longue cette fois. Pourquoi m'aidez-vous? Je ne vous aide pas, ai-je dit. J'aide le bébé. Ce ne sont pas la même chose. J'ai raccroché. Les semaines suivantes, j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Quand le sol bouge sous mes pieds, je travaille. La tour Arlo a progressé. La pose de la première pierre a été reportée et nous avons eu 112 participants. Le maire est venu cette fois, pas seulement son directeur adjoint. L'un des journalistes qui se trouvait dans l'atrium le matin de la conférence de presse a écrit un portrait de moi pour le Tribune. Le titre était « Après la tempête, Catherine Evans continue de construire ». Ma mère m'a appelé quand il a été publié. Elle a pleuré à nouveau. Elle a dit qu'elle allait imprimer celui-ci aussi. Le divorce a été finalisé 4 mois après que j'ai déposé la requête. Son affaire pénale est toujours en cours. Son avocat a négocié un accord de coopération, et le procureur utilise les dossiers financiers pour mener une enquête plus large pour fraude dans une affaire distincte dans laquelle il aurait apparemment été impliqué avant de me rencontrer. Je ne le suis pas de près. J'ai demandé à Madison de mettre un filtre sur mes alertes d'actualité, de sorte que son nom n'apparaisse que si je le demande. Il y a une autre chose que je dois vous dire. Parce que c'est important, et parce que je tourne autour depuis le début. Son nom est James. Il est le conseiller externe de Meridian depuis ma 3e année dans l'entreprise. Calme, ferme, le genre de personne qui vous donne la réponse honnête, même quand ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Il était dans l'atrium le matin de la conférence de presse. Il a été l'une des premières personnes à venir me chercher. Après, non pas pour demander ce qui s'était passé, mais pour me donner un verre d'eau et dire « Vous avez été extraordinaire là-haut ». C'est tout. Il ne m'a pas fait pression, il n'a pas offert d'opinion que je n'avais pas demandé, il m'a juste donné l'eau et est resté là. Et pendant un instant, un matin rempli de bruit et de ruines, ce simple acte silencieux m'a stabilisé.
Plus que presque tout le reste. Nous avons dîné ensemble pour la première fois. 3 mois après la finalisation du divorce. Ce n'était pas un grand geste. Il m'a envoyé un SMS pour me demander si je voulais aller manger thaï, et j'ai dit oui. Nous nous sommes assis à une table de coin pendant 2 heures et demie et avons parlé de tout sauf du travail, ce qui était une nouveauté pour nous deux. Quand il m'a raccompagné à ma voiture, il m'a demandé s'il pouvait me revoir. J'ai encore dit oui. C'était il y a 7 mois. La semaine dernière, nous étions assis sur le balcon de mon appartement, regardant la skyline de Chicago, quand il a sorti de sa poche de veste une petite boîte qu'il a posée sur la table entre nous sans un mot. Il ne faisait pas de spectacle, il la posait simplement là, me laissant décider quoi en faire. J'ai regardé la boîte un instant, puis je l'ai regardée. Tu ne vas rien dire, lui ai-je demandé. Tu ferais mieux de l'ouvrir. D'abord et d'en tirer tes propres conclusions, dit-il. C'est ce que tu fais. D'habitude. J'ai ri. C'était la première fois que je riais ainsi, sans retenue, surprise par moi-même, et plus longtemps que je ne pouvais l'expliquer. Facilement. J'ai ouvert la boîte. Il y avait une bague à l'intérieur, simple. Épurée, une seule pierre, rien d'excessif, rien qui ait besoin de se faire remarquer. Le genre de bague choisie par quelqu'un qui avait vraiment prêté attention à la personne pour qui il la choisissait. Je l'ai regardé à nouveau. Il me regardait. Avec la patience particulière de quelqu'un qui n'essaie vraiment pas de vous presser. Oui, ai-je dit. Je n'avais pas besoin de plus de temps que ça. J'avais passé assez de temps dans ma vie à être prudente, à peser chaque risque, à garder les choses à distance jusqu'à ce que je sois sûr. J'avais été sur de la mauvaise personne une fois, mais la certitude n'est pas le but, j'ai fini par comprendre. Le but est de choisir quelqu'un qui, quand le matin est difficile, la pièce est bruyante, et que quelque chose vient d'être renversé sur les plans que vous avez faits. Il vous donne un verre d'eau, vous dit que vous avez été extraordinaire, et il le pense. Je vous ai raconté cette histoire, non pas parce que je veux votre pitié. J'ai ce dont j'ai besoin. Je continue de construire. La tour Arlo commencera sa construction au printemps et j'ai 3 autres projets en cours après celui-ci. La femme qui est entrée dans mon bureau ce matin-là et a renversé du café sur mon blazer a mis en marche quelque chose qu'elle n'avait pas l'intention de faire. Elle a déchiré une vie qui avait déjà des fissures. Et ce que j'ai trouvé en dessous, la fraude, la trahison, l'architecture minutieuse de la tromperie que mon mari avait construite juste à côté de la mienne se serait finalement effondré de lui-même. Elle a simplement avancé le calendrier. Je ne lui suis pas reconnaissante, mais je ne suis plus en colère. Je suis debout sur un balcon à Chicago avec une bague au doigt et un bâtiment qui se construit de l'autre côté de la rivière avec mon nom sur le permis. C'est suffisant. C'est plus que